J'ai envoyé un garçon à Huntsville à la chaise électrique il y a des années de ça. Je l'ai arrêté. Et j'ai témoigné. Il avait tué une gamine de 14 ans. Dans le journal, ils ont parlé d'un crime passionnel. Mais il m'a dit qu'il n'y avait rien de passionnel là-dedans. Il m'a dit qu'aussi loin qu'il pouvait se souvenir, il avait toujours voulu tuer quelqu'un et que si on le relâchait, il remettrait ça. Il savait qu'il irait en enfer. J'y serais dans un quart d'heure, il a dit. Je sais pas quoi en penser. Vraiment pas. Les crimes qu'on voit de nos jours, c'est dur d'en prendre la mesure. C'est pas que j'ai peur, non. J'ai toujours su qu'il fallait être prêt à mourir pour faire ce métier. Mais je refuse de miser jusqu'à mon dernier jeton. Puis de sortir et de me trouver nez à nez avec quelque chose que je comprends pas. Il faudra accepter de jouer son âme, de dire d'accord, J'accepte de faire partie de ce monde. Dans notre Zoom, à mes côtés aujourd'hui, Pierre Hillard. Bonjour Pierre Hillard. Bonjour. Le nouvel ordre mondial, c'est un concept qui consiste à unifier la planète en fonction d'un régime politique unique, avec un système collectiviste et une humanité déracinée, et une spiritualité unique pour régenter le genre humain. Alors l'expression nouvel ordre mondial qu'utilise H.G. Wells dans son livre de 1940, c'est vraiment le titre d'origine, New World Order, qu'il utilisait déjà en 1914 dans un ouvrage intitulé La destruction libératrice. En 1914, donc, il explique qu'il y a une guerre terrible qui ravage l'humanité et les survivants décident, les États décident de mettre leurs forces en commun pour mettre en place la République universelle, la République mondiale. Et donc c'est là où se met en place à la fois une monnaie unique, une république unifiée et un nouvel ordre mondial, ces trois éléments. Il explique que pour parfaire cette unité mondiale, il faut s'entendre avec le monde russe. Et le monde russe, c'est le monde soviétique. Et donc il veut établir un monde collectiviste et il porte au nu la révolution de 1917, mais il s'oppose à Staline qui a dévié ce régime collectiviste. Et pourquoi ? Parce que Staline voulait une république soviétique, mais uniquement au niveau du pays, il ne voulait pas l'étendre. Universellement. Voilà. Chose que voulait faire Trotsky, qui voulait lui établir une sorte de révolution mondiale, certains diraient messianique, et chose que Staline refusait. Il montre l'opposition entre finalement deux mondialismes. Le mondialisme à la stalinienne, mondialisme national si je puis dire, et le mondialisme anglo-saxon, Rothschild, et ces deux mondes s'opposent. Et les mots MAUX qu'il dénonce à cette époque sont les mêmes que ceux qui opposent le monde anglo-saxon d'aujourd'hui face à la Russie de Poutine avec les Loubavitch. Alors c'est un homme qui est né pour se situer dans le temps 1866-1946, d'origine sociale modeste, et il faut toujours comprendre la tournure d'esprit pour comprendre ensuite les conséquences. Mère protestante et père libre penseur, c'est-à-dire refus des dogmes. Et c'est pour cette raison que, marqué par ses origines, il va parfaitement s'entendre avec un professeur de biologie du 19e siècle qui s'appelait Thomas Huxley, darwinien, eugéniste, et qui aura deux petits-fils, Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, et Julian Huxley, eugéniste aussi, ils ont le même CV, ce côté-là, il y a des traditions qui perdurent, qui va être donc Julian Huxley à la tête de l'UNESCO
en tant que premier président, et aussi va favoriser la création du WWF pour la protection de la nature, la faune et la flore, chose bonne à la base, mais en fait c'est toujours un moyen pour favoriser la nature, la déesse mère Gaïa. Et pour vous montrer ces liens philosophiques et intellectuels, Julian Huxley va être à l'origine de la création du mot transhumanisme. Et pourquoi il faut parler de transhumanisme? Parce que dans Wells, vous avez le livre du docteur Moreau que vous avez cité, un livre sorti en 1896, qui explique qu'il y a des greffes entre animaux, plusieurs espèces animales, exactement, et l'homme. Le film est épouvantable. Et génial, mais épouvantable. Épouvantable. Mais c'est en fait c'est le transhumanisme à la sauce fin 19e siècle, c'est-à-dire les méthodes un peu rustiques. Et on retrouve cette idée de transhumanisme donc avec H.G. Wells, mais on le retrouve maintenant à des choses tout à fait officielles. Dans le cas américain, vous avez le Fertility Institute avec Raymond Kurzweil. Côté russe, la Russie de Poutine aussi utilise et promeut le transhumanisme avec Dmitri Ipskov, avec son site Initiative 2045, qui consiste par étapes 2015, 2025, 2025, 2035, 2035, 2045, par des procédés de nanotechnologie moléculaire, enfin des trucs imprononçables, de favoriser la création d'un être humain, une nouvelle race. C'est le programme Avatar, le film Terminator, de Cameron, dans tous les sens, James Cameron. Voilà. Il y a la volonté de créer une humanité unifiée, collectiviste, déracinée. Et il a cette phrase terrible que je vais citer parce qu'elle est extrêmement moderne, où il dit ceci, je le cite, « Nous pouvons anticiper une rapide transformation de la face du monde au fur et à mesure que sa population est distribuée et redistribuée selon les aléas des besoins changeants de la production économique. » Et donc, humanité déracinée, ça favorise l'immigration, ça favorise... Il faut d'abord détruire la famille, il faut détruire l'enracinement. Et H.G. Wells n'est que le énième maillon, c'est ce que je raconte dans la préface, d'une longue tradition. Il faut d'abord savoir qu'H.G. Wells est un admirateur de la République de Platon. Entité unifiée, collectiviste, la famille n'existe pas, les enfants appartiennent à tout le monde. Il y a reproduction des meilleurs, reproducteurs hommes-femmes pour l'eugénisme. Bon. Et on retrouve cette même histoire dans... Alors, le catholicisme, évidemment, va bloquer cet esprit-là païen, et on va retrouver une remontée en puissance de ces idéaux, mais malfaisants, à partir de la Renaissance. Et le premier à lancer ce modèle de H.G. Wells avant l'heure, c'est l'Utopia de Thomas More. Et l'Utopia, c'est quoi? Un monde collectiviste, eugéniste, et tous les gens doivent déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner. C'est très intéressant. Et vous avez une religion unique, appelé le Père qui est finalement l'Ensof, le Dieu infini de la Kabbale, c'est-à-dire une religion pour toute l'humanité, mais surtout pas une religion avec la Sainte Trinité, surtout pas de religion catholique. On retrouve ce même procédé avec Émeric Crusset, qui voulait créer un État unifié, une monnaie mondiale, comme le veut H.G. Wells, avec une religion mondiale et une population déracinée. C'est toujours la même histoire. Et on retrouve la même chose avec 1627, l'ouvrage de l'anglais Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, là aussi monde unifié, et avec le transhumanisme, avec les améliorations cérébrales de l'humanité. Dans le bouquin de 1627, et une drogue, l'utilisation d'une drogue pour rendre les gens heureux. Eh bien, cette drogue en question, on la retrouve dans le livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, avec le soma. C'est dans son livre, donc, Un monde collectiviste et scientifique. Très important. Promotion d'une éducation modernisée et régénérée. Et troisième point, les droits de l'homme. Voilà, les droits de l'homme, c'est en fait, si on gratte un peu, si on s'y intéresse, les droits de l'homme, c'est du noachisme. C'est très intéressant de voir qu'il y a un courant philosophique avec des répercussions matérielles. Eh bien, vous avez un révolutionnaire français qui s'appelait Klotz, qui, dans un ouvrage sorti en 1793, La République du genre humain, veut un monde unifié, technocratique, et il dit pour cela qu'il faut mettre en place un globe divisé, je le cite, en 1000 cases départementales. Le même projet de la France en damier, élargi au niveau mondial, eh bien c'est le même projet que H.G. Wells ne fait que reprendre. En fait, vous avez une opposition entre un idéal gnostique et un idéal catholique. C'est une fausse liberté. Vous êtes libre à condition d'aller dans ces directions. Et moi, si je dis, mais moi je voudrais aller là-bas, alors là, vous êtes un affreux réactionnaire.
fasciste avec tout le CV qui va avec. C'est ça qui montre la perversité, l'hypocrisie du système qui consiste finalement à maîtriser une humanité rebelle grâce au puçage, grâce à des produits, à des médicaments, et puis à une éducation régénérée et modernisée, c'est-à-dire une manipulation mentale des masses. Un matraquage idéologique pour marcher dans une direction bien déterminée. Alors, il faut savoir que H.G. Wells il a été à un moment donné adhérent de la Société Fabienne. La Fabian Society, qui est née en 1884 dans ces eaux-là. Et il faut savoir que la Société Fabienne est très puissante puisqu'elle est à l'origine de la création de la London School of Economics en 1895 et du Parti travailliste anglais, Labour, en 1900. Donc c'est très puissant. L'objectif de la Société Fabienne, c'est de favoriser la synthèse du communisme, du socialisme et du capitalisme, mais d'une manière progressive, dans un monde collectiviste, avec une humanité déracinée, mélangée, métissée. Et cet esprit de fusion des deux systèmes, on le retrouve dans le premier logo de la Société Fabienne. C'est un loup qui porte un agneau mort. Une peau de mouton. On retrouve cet esprit de Wells et de la Société Fabienne dans les réunions de Valdai. Le slogan de la réunion de Valdai, présidée par Poutine en octobre 2017, c'est la destruction créatrice. Est-ce qu'un nouvel ordre mondial émergera des conflits actuels? C'est l'esprit H.G. Wells, c'est l'esprit de la société Fabienne. Il y a deux modèles de mondialisme. Il y a le mondialisme anglo-saxon à la Rothschild, pour faire court. Je rappelle que Rothschild, c'est quand même la revue des économistes, petit détail. Ils veulent le monde anglo-saxon maître de toutes choses et les miettes pour les autres organisations mondiales. Le monde de Poutine avec le monde Lubavitch, qui derrière lui, ce monde-là veut une répartition équitable des intérêts de chacun. En plus de ces oppositions d'ordre politique, stratégique, financière, matérielle, qu'il faut évidemment connaître, il y a aussi une opposition d'ordre spirituel. Dans le clan anglo-saxon Rothschild, c'est une vision du mondialisme. On veut y aller tout de suite. Dans le clan Lubavitch, c'est le clan des Hassidim. Et là, je reprends les travaux du spécialiste israélien, Gershom Scholem, qui part du messianisme des Lubavitch, donc ce clan qui soutient Poutine, où le messianisme, c'est une neutralisation du messianisme. C'est-à-dire que le messianisme, oui, mais pas tout de suite. En fait, d'une certaine manière, le clan Lubavitch, c'est le clan de la société fabienne. C'est-à-dire y aller comme la tortue, progressivement, alors que le clan Rothschild anglo-saxon, c'est plus rapide, beaucoup plus rapide. Tous ces éléments matériels et spirituels se heurtent. Il cite 4 religions, l'islam, le judaïsme, le fondamentalisme américain et le catholicisme. Mais il les condamne. Et il s'arrête à ce niveau-là pour 3 religions. Mais il en reprend une, le catholicisme, qui condamne sur plusieurs paragraphes dans 3 chapitres. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de Wells et de ses amis, l'homme est le centre de toute chose, sa propre loi, sa propre référence, etc. Alors que dans le catholicisme, l'homme ne peut s'élever que par la grâce. On voit toujours un modèle de cité anticatholique. Rejet de l'incarnation, rejet de la Sainte Trinité, et ensuite qui se répercute dans la construction d'un monde purement matérialiste, technocratique. Donc en fait, c'est l'opposition de 2 mondes. Donc c'est ça qui est très intéressant de voir que H.G. Wells a compris que dans l'établissement du nouvel ordre mondial, il n'y a qu'une seule religion qui bloque, c'est le catholicisme, et c'est ça qu'il faut détruire. Les autres religions, ils s'en moquent. Oui, je suis contre, mais... Donc on voit quel est l'ennemi principal. Oui. Et Vatican II, bon, il est mort en 1946, H.G. Wells, mais Vatican II va ensuite rentrer dans cette voie permettant l'accélération du nouvel ordre mondial. Je rappelle que les papes, je pense en particulier au pape Benoît XVI, dans son encyclique de 2009, appelait à la mise en place d'une autorité politique mondiale sous la direction de l'ONU. C'est le principe de Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand, qui avait une formule pour ça, agiter le peuple avant de s'en servir. Eh bien, H.G. Wells, c'est la même mentalité. Se servir des souffrances légitimes du peuple pour en fait l'utiliser au service d'une cause supérieure que le peuple ignore complètement. Parce que c'est ça qui est frappant quand on lit le livre d'H.G. Wells, c'est finalement le mépris à l'égard du genre humain, disons avoir le cœur haut placé et obliger les personnes paresseuses à lever le nez et à voir plus haut que leur petit monde, leur estomac et leur sexe.
la deputata Sara Cunial. Grazie Presidente. Prego. Hobbes ci diceva che il potere assoluto non nasce con un'imposizione dall'alto, ma dalla scelta di individui che si sentono più protetti rinunciando e concedendo la propria libertà ad un terzo. In virtù di questo, voi proseguite anestetizzando le menti a base di mass media comprati, a mucchina e PNL, con parole come regime, consentire e permettere, fino al punto di permettervi proprio di normare anche i nostri legami e i sentimenti e certificare i nostri affetti. Quindi, in questo senso, la fase 2 non è nient'altro che la prosecuzione della fase 1, si cambia solo il nome, come già avvenuto peraltro per il MES. Abbiamo capito che non si muore di certo per il solo virus, ed allora si potrà soffrire e morire, grazie a voi, a norma di legge per la miseria e la povertà. E come nei migliori regimi, la colpa sarà scaricata solo e unicamente su noi cittadini. Ci togliete la libertà e dite che ce la siamo cercata, al grido del dividi et impera. A rimetterci soprattutto i nostri figli, anime violentate in accordo con il garante, si dice, dei loro diritti e delle cismai varie. Sarà allora concesso il diritto alla scuola solo con un braccialetto per abituarli alla libertà vigilata, ai TSO schiavisti e ai lager virtuali, in cambio di un monopattino e di un tablet. Il tutto per assecondare gli appetiti di un capitalismo finanziario il cui motore è il conflitto di interessi, ben rappresentato dall'OMS, il cui primo finanziatore è il noto filantropo e salvatore del mondo, Bill Gates. Lo sappiamo tutti ormai. Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos. Ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale, puntando ad ottenere il primato su agricoltura, tecnologia e energia, e dice, testuali parole riprese da una sua dichiarazione: se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%. E continua, aperte virgolette, solo un genocidio può salvare il mondo. Grazie ai suoi vaccini è riuscito a sterilizzare milioni di donne in Africa, ha provocato un'epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500.000 bambini in India e ancora oggi con il suo DTP causa più morti della stessa malattia, così come con i suoi OGM sterilizzanti progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose. Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tattoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i vaccini ad mRNA come strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario, oltre a fare diversi affari anche con le multinazionali che possiedono le infrastrutture 5G negli Stati Uniti. E allora in questa tavola imbandita c'è tutto il deep state in salsa italiana. C'è la Sanofi che insieme alla già collusa Glaxo, gli amici per intendersi di Ranieri Guerra, di Ricciardi e del noto virologo che noi paghiamo a 2.000 euro ogni 10 minuti per le presentazioni in Rai, sigla accordi con le società di medicina per l'indottrinamento dei medici del futuro, facendosi beffe della loro autonomia di giudizio e del loro giuramento. Ci sono le multinazionali high-tech come la Romana Engineering, amica tra l'altro del nobile Mantoan, o la Bendy Spoons della Pisano, per il controllo e la gestione dei nostri dati sanitari rispetto dell'agenda europea ID 2020 di identificazione elettronica che ricorre proprio alla vaccinazione di massa per ottenere una piattaforma di identità digitale, tra l'altro in continuo con la cessione dei dati già avviata da Renzi all'IBM. Renzi che ricordo nel 2016 tra l'altro ha dato un più 30% al Global Fund proprio di Gates. Ci sono gli amici di Aspen come Sasson e Colau che con i suoi report di 4 pagine da 800 euro l'ora senza alcuna revisione scientifica ci detta la sua politica da generale del Bilderberg ben lontano dal campo di battaglia. Ma l'elenco è lungo, molto lungo. Ci sarebbe anche la Medtronic di Arcuri, eccetera, eccetera. Il contributo italiano all'Alleanza Internazionale contro il coronavirus sarà di 140 milioni di euro, di cui 120 a Gavi Alliance, proprio la no profit creata dalla Fondazione Gates.
e sono solo la parte dei 7,4 miliardi di euro recuperati dalla Commissione europea per trovare i vaccini contro il coronavirus, che serviranno proprio a quanto sopra descritto. Nulla ovviamente per la sieroterapia, che ovviamente ha il terribile effetto collaterale di costare pochissimo, tantomeno per non parlare della prevenzione, quella vera, che riguarda il nostro stile di vita, la nostra alimentazione e il nostro rapporto con l'ambiente. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavie e schiavi, violandone sovranità e libero arbitrio. Il tutto tramite i vostri inganni travestiti da compromessi politici. Allora, mentre voi stracciate il codice di Norimberga con TSA, multe, deportazioni, riconoscimento facciale e intimidazioni, avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo paese, noi fuori con i cittadini moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti. Le chiedo gentilmente, Presidente... Colleghi deputati, questo è un Parlamento libero dove ciascuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e ognuno è tenuto a rispettarle. Se non le condivide, ha a sua volta la libertà di manifestare il proprio pensiero. Basta con questo atteggiamento. Grazie, Presidente. Prego, concluda. Concludo. Chiedo a lei, Presidente, di farsi portavoce di un consiglio al nostro Presidente Conte. Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie. Now we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. The second factor is the services we use. This encompasses everything: the food we eat, clothing, TV, heating. These are very good things. Getting rid of poverty means providing these services to almost everyone on the planet. And it's a great thing for this number to go up. In the rich world, perhaps the top 1 billion, we probably could cut back and use less. But every year, this number on average is going to go up. And so overall, that will more than double the services delivered per person. There's a lot that has to come together. So this is a wish. It's a very concrete wish that we invent this technology. If you gave me only one wish for the next 50 years, I can pick who's president, I can pick a vaccine, which is something I love. Grazie, Presidente. Siamo stati spiati, soggiogati, trattati come delinquenti da un governo che in 2 mesi ha distrutto i nostri diritti fondamentali, naturali e costituzionali. Il Parlamento si è fatto sostituire dalle varie task force che hanno commissariato di fatto l'Italia alle lobby internazionali. Colleghi. La militarizzazione diffusa e il bombardamento mediatico sono stati usati come mezzi di propaganda per condizionare le menti degli italiani facendo leva sulla loro atavica paura di morire.
e censurando chiunque osi alzare la testa e denunciare questi abusi. Vi siete dovuti mascherare per non farvi riconoscere dagli italiani, che ben sanno che siete i responsabili di questa emergenza. Ci sono tutti in quest'Aula. Il centrodestra del modello Azienda Veneto Zero di Zaia e Mantoan, che negli ultimi 10 anni ha cancellato il 40% dei posti letto in terapia intensiva, così come la cosiddetta sinistra che con il suo Zingaretti ha fatto da perfetto esecutore delle politiche neoliberiste predatorie degli ultimi 30 anni, speculando come sciacalli e arricchendo i privati, in attesa della Guardia di Finanza che evidentemente in queste ore è già negli uffici della giunta laziale. Zingaretti poi, prendendo esempio dalla campagna vaccinale lombarda che ha causato i disastri che oggi paghiamo, ha ben pensato di imporla anche nel Lazio, pur sapendo che esistono già ampie evidenze che le vaccinazioni antinfluenzali porta a il 40% di casi Covid in più per interferenza virale. Come se non si sapesse che il coronavirus è un cofattore, quindi indicatore di altre criticità ambientali. L'inquinamento anzitutto, anche quello elettromagnetico, con i suoi effetti nocivi termici e termici. Perché i cantieri delle antenne, come quelli anche delle grandi opere da nord e sud d'Italia, non si sono mai fermati per il Covid, chissà come mai. Ed allora, nel pieno ossequio di questo scientismo della Santa Inquisizione da salotto televisivo, si possono sacrificare il personale militare, i poliziotti, il personale medico, i nostri figli, i nostri anziani, alle sperimentazioni di un vaccino che sappiamo, e lo sanno anche i sassi, non servirà a nulla per la mutevolezza del virus. Il tutto ovviamente avallato da questo Movimento 5 Stelle, che abbiamo visto anche oggi essere in piena crisi di identità, ma che resta attaccato alle sottane del PD, tradendo tutte, dico tutte, le promesse elettorali in cambio di qualche poltrona, impegnato forse troppo collega, la invito a concludere. Colleghi, queste ingiustizie proprio nella giunta laziale. Complimenti. Se non fossimo in un paese democratico ci sarebbe da pensare male, ma veramente male. Tutti questi DPCM sono incostituzionali, lo sappiamo bene, sono il simbolo dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato col rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali, altro che 25 aprile. La storia non perdona, Presidente, ed un giorno, molto presto, dovrete spiegare perché avete sacrificato l'Italia e la nostra Carta Costituzionale, sottomettendoci ai giochi geopolitici tra Stati Uniti e Cina, lasciando che questo Paese divenisse territorio di nuove guerre, fatte certamente con i virus, e svendendo tutte le nostre informazioni, anche quelle più private e intime, al miglior offerente. E allora mi rivolgo a lei, Presidente, e alla relatrice Lorenzin, tanto cara già al popolo italiano, e a un messaggio da parte di tutti gli italiani che non ci stanno e che vogliono farvi vedere cosa se ne faranno di tutti questi provvedimenti incostituzionali. Ha chiesto di intervenire a titolo personale. Pure tutte le altre. Grazie. Je suis un bidouilleur et que c'est une puce que je vais pouvoir bidouiller. C'est pas très douloureux, enfin, c'est vraiment la même douleur qu'une grosse piqûre. Je trouvais la relation homme-machine assez intéressante et c'est vrai que le fait d'avoir 1 milliard de cartes sur soi tout le temps, une carte de club de sport, une carte de machin, une carte de truc, une carte de visite, c'est hyper encombrant et c'est vrai que ça permet, grâce à cette technologie-là, avec une puce, de pouvoir avoir toutes ces fonctions avec un seul device qu'on n'a pas dans la poche en plus. C'est pas super visuel. Parce que moi, comme je l'ai implantée là, elle se voit pas très bien. Bon, enfin voilà, elle est là, elle est par ici. Grosso modo, on la voit légèrement sortir quand j'appuie dessus, mais moi j'ai fait qu'elle soit discrète. Well, you can see it because it's inside. But
So the chip implant, you can use it in a very local setting. You have to be within 1 centimeter in order to read it. Okay? So now when I touch my implant like this, it opens up my business card. I'm sure that 5 years from now there will be, of course, people who will ride the metro with chip implants. They will make payments in shops with implants. And we will also have implants that give us an understanding of our health. So that we don't have to go to a doctor, you just swipe your implant to get the data of what's going on in your body.